l'époque que nous vivons avec la publication et le dépôt de l'avant-projet par le comité de pilotage a créé dans le pays un bouillonnement de réactions, certaines épidermiques, certaines académiques, et que au sein même de la faculté des sciences juridiques et politiques dont je suis le doyen, l'intérêt n'était pas mince non plus, puisque au-delà des membres de la chaire, beaucoup d'enseignants, de professeurs ont manifesté le désir de participer à cette réflexion. Et c'est alors que nous avons eu l'idée de mettre sur pied plusieurs tables rondes. Celle d'aujourd'hui n'est que la première sur des questions constitutionnelles, et plusieurs tables rondes pour évoquer et étudier, je ne dis pas de manière dépassionnée, parce que lorsqu'on parle de son pays, c'est pas toujours facile d'être dépassionné, mais de manière académique, les diverses questions qui intéressent la société et qui mériteraient d'être prises en compte dans une constitution. Donc aujourd'hui, la table ronde n'est que la première d'entre elles, et elle porte sur les thèmes que la présentatrice vient d'énumérer. On peut en penser ce que l'on veut, mais la procédure de modification constitutionnelle est rigoureusement régie aux articles 282 et suivants de la Constitution. Et l'article 284-3 interdit formellement toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum. Ignorer ces prescrits pour modifier le texte en vigueur est donc un stratagème illégal. Il est également illégitime car on ne se trouve pas non plus dans l'une des circonstances de fait légitimant un nouvel ordre constitutionnel qui viennent d'être expliqués. Or, voilà qu'un texte conçu dans le secret d'une alcôve illégitime veut être soumis à la sanction du souverain. Le Conseil présidentiel de transition, en voulant faire adopter ce projet dans les conditions que l'ensemble du corps social réprouve, commet un attentat contre la Constitution. Ce n'est que le dernier en date perpétré contre la loi fondamentale. En effet, je rappelle qu'elle a souffert d'abord d'un attentat soustractif lorsque le général Avril, militaire de son État, d'un coup de sabre, l'amputa des dispositions protectrices des libertés individuelles. Mais plus nombreux sont les attentats modificatoires dont elle est la cible. Les précédents attentats ont avorté, l'actuel, tout aussi pernicieux, aboutira-t-il? Le premier attentat contre la Constitution de 1987 résulte d'un accouchement au forceps, d'où sont sorties une aberration constitutionnelle dans la procédure et une monstruosité dans le résultat obtenu. En effet, en 2011, la 49e législature vota un texte qui, contesté par les parlementaires eux-mêmes, donna lieu à la perpétration d'un crime inédit dans notre histoire, le faux en écriture publique constitutionnelle, dont les auteurs, d'ailleurs, ne furent jamais punis. Retiré par un simple arrêté du président Martelly, un nouveau texte, issu des travaux clandestins d'usurpateurs dépourvus de toute légitimité démocratique, a été promulgué en 2012 et comporte des amendements acceptés par l'ensemble de la classe politique. Nous avons la tentative du président Jovenel Moïse qui, ayant fait l'expérience d'un pouvoir exécutif bridé par les rênes constitutionnelles, voulut les briser après avoir, pour se justifier, qualifié la Constitution de 1987 de pacte de corruption. Le Premier ministre Ariel Henry tenta de ranimer le projet par la mise sur pied d'une assemblée constituante en dépit de l'inexistence des conditions autorisant une révision constitutionnelle. Mais l'ostracisme dont il fit l'objet de la part de la majorité de la classe politique entraîna qu'en dépit de ses talents de neurologue, le projet, né comateux, s'éteignit
avec son départ calamiteux. Le présent attentat, qui vise la Constitution de 1987, provient d'une malhonnêteté et d'une imposture. Les forces politiques qui se sont toutes liguées contre le projet du président Moïse sont celles qui ont contribué à la mise sur pied de l'actuel Conseil présidentiel, installé, comme je le rappelais plus tôt, sous l'empire de la Constitution en vigueur. Et voilà que ces mêmes forces, au travers de leurs représentants au CPT et au gouvernement, ont commandité un projet de constitution qui devra être soumis au référendum. Les mêmes arguments qui disqualifiaient le projet de Moïse sont les mêmes qui rendent illégitime l'actuel processus, et je ne les répéterai pas. Le simple fait d'en discuter du contenu serait redonner une légitimité à un texte qui en est complètement dépourvu. Aussi, la chaire ne tombera pas dans le piège qui lui est tendu et ignorera les invitations du pouvoir, de la presse ou du public à opiner sur le contenu de l'avant-projet. L'autre solution est tout simplement d'organiser les élections législatives lorsque les conditions sécuritaires le permettront et de laisser le Parlement jouer en son temps son rôle constituant. Ce faisant, tout pourra être mis sur la table, y compris la procédure de révision. Pour le moment, que l'on se concentre sur la seule chose qui vaille, le rétablissement de la sécurité et le retour des déplacés dans leur quartier. Pendant ce temps, la chaire continuera à remplir l'objet de sa création, qui est de débattre des questions constitutionnelles pour que les conditions réunies, ces contributions puissent être prises en compte lors d'un processus légitime, à défaut d'être tout à fait régulier. C'est l'objet de cette table ronde constitutionnelle dont la matinée d'aujourd'hui marque le lancement et auquel nous convions celles et ceux qui n'auront pas jeté sur le bord du chemin ou au fond des océans l'espoir d'une patrie régénérée. Qu'il ne nous appartient pas dans les conditions qui sont celles dans lesquelles ce projet, cet avant-projet a été élaboré. J'hésite toujours à l'appeler avant-projet, personnellement, parce que c'est reconnaître une sorte de légitimité a posteriori à une entité dont je pense qu'elle n'a pas la compétence pour le faire. Alors, dans ce cadre-là, il a été fait appel à ce qu'on nomme la conférence nationale. Alors évidemment, sur la question, on peut avoir des réserves sur comment organiser cette conférence, dans une question méthodologique, mais surtout il y a une question juridique fondamentale. C'est que d'abord, quelques assises ne constituent pas une conférence nationale, et deuxièmement, même lorsqu'il y avait une conférence nationale, cela ne suffirait pas à faire émerger d'un point de vue juridique le pouvoir constituant originel. Il faudrait, comme vient de le rappeler le doyen de la faculté de droit, il faudrait que soient mises en place des conditions juridiques pour qu'émerge ce pouvoir constituant, c'est-à-dire, précisément, une assemblée constituante d'abord, puisque le constitutionnalisme moderne s'est universalisé, et tout processus de fabrication de la norme constitutionnelle suppose précisément de faire émerger le pouvoir constituant originaire, et cela passe d'abord par une assemblée constituante. La mise en place d'une assemblée constituante doit répondre aussi à des impératifs. Or, on n'est pas certain, évidemment, que dans les conditions qui ont été celles que nous connaissons, que la mise en place, l'émergence du pouvoir constituant originaire soit arrivée à terme. Ça, c'est la première chose. Après la conférence nationale, la tenue, précisément, d'une assemblée constituante qui est représentative de pouvoir et qui détient une légitimité, faut-il encore que le texte proposé soit soumis à un référendum constituant. Ici se pose un autre problème, parce que dans la situation que nous connaissons, les conditions matérielles ne sont pas nécessairement propices à l'adoption d'une constitution. Je ne veux même pas parler des populations déplacées dans la zone métropolitaine, et on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas, un quorum constitutionnel? Est-ce qu'on peut modifier une constitution à n'importe quel moment? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions qui doivent présider
à cette décision de provoquer une sorte de, disons, de remise en question totale de l'ordre constitutionnel. Que faut-il faire donc? Il me semble qu'il nous faille élaborer une politique publique de réforme constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions préalables, savoir, est-ce que nous nous trouvons dans une crise de régime constitutionnel telle qu'il faille forcément aller vers la confection d'une nouvelle constitution? L'autre question qui voudrait se poser, est-ce que le pacte initial a été rompu? Le pacte initial qui était à la base de l'élaboration de la Constitution de 1987. Est-ce que nous méritons de changer de régime? Je rappelle toujours que changer de régime n'est pas nécessairement trouver une solution à un problème, ça peut être aussi changer de problème.